Slobodan Despot, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste et éditeur des éditions Xenia. Vous êtes situé en Suisse et vous êtes un fin observateur de la politique, notamment dans l'Est de l'Europe. Récemment, vous êtes intervenu sur Radio Notre-Dame dans un débat au sujet de l'Ukraine. Et l'Ukraine, c'est l'actualité brûlante en ce moment. Il y a un sommet à Minsk entre François Hollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine et le président ukrainien Porochenko, qui est présenté comme le sommet de la dernière chance. François Hollande a quasiment promis la guerre à Poutine si jamais il n'acceptait pas ces conditions. Quelle est votre analyse de la situation et à votre avis, est-ce qu'un accord de paix peut sortir de cette réunion de Minsk? Eh bien, la toute première chose qui me frappe, c'est la question de la guerre. Euh, Lorsqu'on parle de la guerre, lorsque M. Hollande parle de la guerre, euh, si ce sommet ne réussit pas, de quelle guerre s'agit-il? C'est-à-dire qui va faire la guerre à qui? euh, Est-ce que les Occidentaux, l'OTAN, vont faire la guerre à la Russie? Est-ce que l'OTAN va venir prêter main forte au gouvernement de Kiev pour terrasser la rébellion du Donbass? Est-ce qu'on va appliquer la solution qui est déjà appliquée d'ailleurs derrière divers cache-sexes, la solution qui consiste à armer l'armée du gouvernement de Kiev et l'encadrer éventuellement par des instructeurs? Euh, la guerre, c'est quoi? Si on va au bout du raisonnement, c'est-à-dire si on suit le bruit de bottes jusque là où il est censé nous mener, ça veut dire une guerre des puissances occidentales contre la Russie. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que on se rend compte que là, on n'a pas affaire à la Serbie des années 90, qu'on n'a pas affaire à Saddam Hussein, qu'on n'a pas affaire à la Syrie même, et que de l'autre côté, du côté occidental, on n'a pas non plus affaire à la coalition extrêmement soudée qui avait affronté Saddam Hussein et Milosevic. On a affaire à une puissance qui a besoin des guerres, d'entretenir des foyers de guerre partout pour maintenir sa suprématie mondiale. Je parle évidemment des États-Unis, et puis des satellites européens qui ont une attitude extrêmement misérable et qui, en fait, essaient de freiner des quatre fers, ayant compris qu'ils avaient été entraînés par leur mentor, leur allié américain, dans une aventure extrêmement funeste pour la stabilité, la prospérité et la sécurité en Europe. Donc, c'est la première chose. De quelle guerre parle-t-on? D'ailleurs, c'est une question que j'ai posée hier dans ce débat sur Radio Notre-Dame à l'un de mes interlocuteurs français, me demandant, mais enfin, attendez, vous voulez quoi? Vous voulez armer qui? Armer les Ukrainiens? Mais enfin, vous pouvez leur donner des armes, ils les ont déjà. Le problème, c'est que là, ils viennent de proclamer la mobilisation. Ils ont 20% environ de réponse à l'ordre de mobilisation. Il y a des régions, d'ailleurs, qui sont tout à l'opposé du Donbass, au sud-ouest, qui ont brûlé les fiches de mobilisation et retenu en otage les officiers recruteurs. L'immense majorité des Ukrainiens ne veulent pas se battre contre d'autres Ukrainiens. Donc on va faire quoi? On va importer des soldats de l'étranger? À ce moment-là, justement, on a vu que l'armée ukrainienne était prête à verser des primes justement pour attirer les mercenaires dans son armée. Je crois que la prime pour abattre un avion de chasse séparatiste, c'est 6 700 $ et les mercenaires seraient payés 55 $ par jour. C'est une information qui était sortie justement pour pallier au manque de combativité des troupes soutenant Kiev, quoi. Mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous entendez le petit air d'opérette que tout ça comporte? Est-ce qu'on est sérieux? Je veux dire, d'abord,
sur le marché des mercenaires. Vous savez ce qu'est payé un mercenaire en Irak, un mercenaire en Libye, un mercenaire et même dans l'État islamique, c'est 55 dollars, c'est l'heure. Donc, ce sont des tarifs d'abord ridicules. Ensuite, ce problème-là révèle l'extrême impopularité du gouvernement issu d'un coup d'État. Il ne faut quand même pas l'oublier. On essaie de nous faire oublier que le gouvernement de Kiev est un gouvernement putschiste, totalement illégal et illégitime en Ukraine. Je ne défends pas l'incapable et corrompu président qui a été destitué en février Yanukovych. dernier. C'est tout simplement, je veux dire, s'il fallait destituer violemment tous les incapables et les corrompus qui gouvernent des États aujourd'hui, ça ferait beaucoup de têtes qui tomberaient. Et ensuite, il faudrait persuader le reste du monde que les coups d'État, c'est-à-dire que la loi de la rue, c'est la démocratie et l'État de droit. Si on faisait ça dans un pays d'Occident, je pense que personne n'aurait idée de reconnaître un gouvernement issu d'une rébellion de rue, fût-elle légitime. Donc on a beaucoup de problèmes qui se posent avec l'Ukraine. Mhm. Et notamment, on peut remarquer l'absence des représentants des républiques séparatistes de Donetsk, Lugansk, etc., aux négociations de Minsk. Qu'est-ce que ça envoie comme message? Alors, évidemment, euh, les admettre des négociations, cela voudrait dire leur permettre d'exister. Euh, dans d'autres cas de figure, les Occidentaux ont pris soin de immédiatement donner une accréditation, une existence à des rebelles dans un pays en crise. Par exemple, les rebelles syriens ont été montés en épingle. Les rebelles libyens, ben, on leur a permis de renverser le colonel Kadhafi. Les rebelles du Kosovo contre la Serbie, on leur a donné carrément un État croupion d'ailleurs qui n'existe pas, mais enfin c'est quand même un État que l'Occident a reconnu. Tandis que les rebelles du Donbass, évidemment, ne doivent pas exister. Pourquoi ils ne doivent pas exister? Parce qu'il faut continuer d'entretenir la fiction, qui est une véritable invention, d'une occupation russe d'une partie des terres ukrainiennes, occupation, n'est-ce pas, que les populations concernées de l'Est de l'Ukraine, je vais dire, rejetteraient si elles en avaient le pouvoir. Donc, on présente tous les représentants, les leaders du Donbass, contre toute vraisemblance, comme des agents russes infiltrés. On présente cette rébellion comme en fait un mouvement, je veux dire, une oppression militaire de l'Est de l'Ukraine. Et donc, si on commettait, si on comprenait, pardon, si on commençait à admettre ces gens, les représentants de ces populations dans des négociations, ben on révélerait du même coup ben, tout simplement l'illégalité et l'illégitimité du pouvoir qui est en place à Kiev et qui a été mis en place avec l'assentiment et même, on l'a appris depuis quelques jours, avec la coopération active, pleine ben, des États-Unis. On, on escamote encore un fait qui est capital, c'est que ces gens-là, ils n'exigent pas leur attachement à la Russie. Ils veulent une large autonomie au sein de l'Ukraine parce qu'ils ont senti, au moment où le pouvoir central de Kiev a été renversé par un putsch, ils ont senti que leurs droits de russophone, n'étaient plus respectés et qu'ils étaient menacés dans leur existence culturelle, dans leur existence linguistique et même dans leur intégrité physique. Donc, il n'y a rien de plus légitime que d'entendre les revendications de ces gens-là, mais sur l'échiquier actuel où l'Occident voudrait faire croire d'abord à ses propres populations, mais je crois que plus personne n'est dupe, qu'il a affaire à une tentative d'expansion de la Russie, d'occupation, de partition de l'Ukraine par la Russie, eh bien, dans ce scénario-là, les représentants du peuple du Donbass n'ont aucune place. Et donc, ben, ma foi, tant qu'on ne reconnaîtra pas leur droit à la parole, leur droit à l'expression, ben, on ne trouvera pas de solution pacifique au conflit interne à l'Ukraine. C'est ce qui me fait penser que pour parler de Minsk, pour parler actuel, n'ont pas grande chance de réussir, d'aboutir à quelque chose qui ressemble à une paix. Très bien, je vous remercie, Slobodan Despot. Avant de nous quitter, j'informe les lecteurs sur un article que vous avez récemment écrit, que vous avez titré Le syndrome de Tolstoïevski.
euh, pour Oui. leur donner envie d'aller le consulter? Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots à quoi correspond ce syndrome? Ah oui. Alors oui, c'est en fait un article qui date du mois de septembre, mais qui a été énormément rediffusé sur les réseaux. Le syndrome Tolstoïevski, c'est une formule que j'ai trouvée pour résumer l'inculture délibérée de certaines élites intellectuelles, médiatiques et politiques de l'Occident au sujet de la Russie. Parce qu'on entend quelquefois dire ah oui, Tolstoïevski, le grand écrivain russe, c'est soit Tolstoï, soit Dostoïevski, mais enfin c'est pas les deux. Donc le problème, disais-je, de cette ignorance, de cette mauvaise information des Occidentaux au sujet de la Russie ne tient pas dans l'absence de volonté de savoir, mais dans la volonté de ne pas savoir. Parce qu'on ne veut pas savoir ce que c'est que la Russie. On ne veut pas savoir qu'elle fait partie intégrante de la civilisation européenne, que la Russie est un très grand pays, d'abord, c'est le sixième des terres émergées, qu'elle a une histoire extrêmement riche, que sa contribution à la culture universelle, à la civilisation universelle, est extrêmement importante. Je veux dire, c'est même des Russes qui ont catégorisé les éléments de la nature. Les Russes sont les premiers dans l'espace. Ils sont les derniers aussi dans l'espace, puisqu'aujourd'hui, on compte toujours sur les Russes pour envoyer des astronautes dans l'espace. Donc, je ne parle pas des compositeurs, je ne parle pas des écrivains, je ne parle pas des cinéastes, des peintres, de tout ce que la Russie a apporté à la civilisation universelle. Non, on est obligé, d'ailleurs c'est très significatif dans la manière dont les médias informent sur la situation sur la Russie, on est obligé de réduire toute cette nation, son territoire, sa culture, son passé, à, disons, un ramassis de brutes post-communistes, néo-communistes, sans identité définie, gouverné par un dictateur. Parce que vous l'aurez observé, vous n'avez qu'à ouvrir le Figaro d'aujourd'hui, on ne dit pas la Russie, on dit Vladimir Poutine. Comme on ne disait pas la Serbie, on disait Milosevic. Comme on ne disait pas l'Irak, on dit Saddam. Pourquoi? Parce que la personnalisation d'un régime, d'abord, permet d'assimiler ce régime à une dictature personnelle, donc à une espèce de république bananière, même s'il ne l'est pas, même si ces gens sont, en tout cas dans le cas de Poutine et de Milosevic, sont des gens qui sont élus au suffrage universel comme M. Hollande et Mme Merkel. Et d'autre part, ça permet d'organiser des coups, puisque l'ennemi est désigné, il est, je veux dire, la saison de tir est ouverte, et on organise des coups qui visent la tête. Ça permet de court-circuiter un éventuel processus de changement de régime qui impliquerait la volonté de la population, parce que dans tous les changements de régime qui ont eu lieu ces dernières années, jamais la volonté d'une majorité des populations n'a été prise en compte. Les révolutions colorées qui ont renversé coup sur coup le régime en ex-Yougoslavie, enfin en Serbie, qui ont renversé ensuite le régime Yanukovych, et sans compter les tentatives échouées dans d'autres cas, ce sont des révolutions qui sont faites, conçues par des théoriciens du renversement non violent ou semi-violent du régime, qui sont conçues pour précisément court-circuiter la majorité silencieuse en faisant agir une minorité active, une minorité agissante. Donc voilà, le syndrome Tolstoïevski, c'est à mon avis, en tout cas le nombre des réactions que cet article a suscité montre que c'est un problème dont on a conscience en France, en Europe. Il a été traduit dans, je crois, 5 ou 6 langues. C'est un problème dont on a conscience et qui est un problème qui, au fond, tend un miroir à l'Occident, dans la mesure où, de plus en plus, on se rend compte que, ici même, nous ne sommes pas dans la situation de démocratie que l'on nous vante, que la volonté des populations n'est absolument pas respectée, que lorsque vous interrogez les populations sur ce qu'ils pensent de la Russie et de M. Poutine, vous avez une bonne majorité de gens qui disent que, ma foi, c'est un pays qui défend sa souveraineté et que s'ils le pouvaient, ils feraient de même, eux-mêmes. Et puis vous avez des gouvernements qui vont dans le sens exactement contraire, comme dans beaucoup d'autres enjeux importants qui concernent
les destinées et le quotidien des Européens et des Occidentaux en général.